point de vue du lecteur, le manque d'accessibilité est un frein au développement et à l'échange d'idées. Certains résultats majeurs sont publiés dans des revues payantes qui ne sont pas forcément accessibles, notamment pour les chercheurs au Sud, et du coup, ces résultats ne sont pas forcément suffisamment cités. Et du point de vue de l'auteur, le manque d'accessibilité est un obstacle à la visibilité des connaissances produites et la visibilité aussi du chercheur, puisque les articles les plus cités sont les plus visibles. Donc j'ai commencé à créer un réseau d'identifiants numériques, donc IDEAL, le CVAL, le numéro ORCID, et puis utiliser également ResearchGate, LinkedIn et Loop. Tout ça pour essayer de mettre en lumière également ma page sur la base Horizon IRD. Un souhait pour l'avenir ? Oui, essayer de promouvoir l'utilisation de l'open access plutôt que des réseaux sociaux. Il faudrait que les chercheurs utilisent leur identifiant numérique pour donner plus d'accessibilité et de visibilité aux archives ouvertes. Un lien entre ORCID et IDEAL pourrait faciliter ce point-là. Un autre point, c'est qu'il faudrait que l'open access soit mieux pris en compte dans l'évaluation des chercheurs par rapport aux impact factors et aux indices de citation. La publication scientifique, c'est le business des chercheurs. C'est sur ça qu'on est évalué, c'est ce qu'on produit quand on fait de la recherche. Donc c'est primordial du côté des chercheurs, et en tant que directeur d'unité, on se doit d'avoir un droit de regard un petit peu sur ce qui est produit par les chercheurs de l'UMR. Les modèles actuels piratent en quelque sorte ce travail qui est fait et qui est financé par de l'argent public pour le bénéfice de certains consortiums d'éditeurs qui font leur beurre sur le travail des chercheurs, sans rien payer eux-mêmes, puisque le chercheur fait tout, doit payer pour publier, pour produire sa recherche, doit payer pour publier ses papiers, et n'est pas payé quand il fait le travail de reviewing, d'évaluation des travaux des autres. Donc c'est quelque chose, à l'heure actuelle, qui est complètement hors cadre. Par exemple, pour ce qui concerne mon unité de recherche, on produit à peu près 170 articles par an. À 1000-1500 euros le papier juste pour le publier, je vous laisse imaginer le budget d'argent public qui passe directement chez les privés, chez ces consortiums d'éditeurs. Et ça ne compte pas le temps que passent les chercheurs à rédiger les papiers et à évaluer les papiers de leurs collègues. Les nouveaux modèles, type Open Access, vont dans le sens d'une réappropriation des résultats de la recherche par les chercheurs eux-mêmes, en rendant visible le travail de reviewing. Il n'est pas question de payer quand vous faites ça, vous êtes déjà payé par votre salaire, c'est une des tâches que vous avez à faire quand vous êtes chercheur, donc il n'est pas question de payer à nouveau pour faire ce travail-là, mais de valoriser ce travail au même titre que n'importe quel autre travail de recherche. Évaluer des papiers des autres, ça prend du temps, ça nécessite de l'expertise et de la connaissance, et c'est quelque chose qui doit être valorisé. En tant que chercheur, j'ai moi-même été sollicité par des initiatives nouvelles, type F1000, F1000, où on demande aux référés de reviewer un papier, mais où le commentaire que vous faites est publié côte à côte avec le papier que vous avez référé. Ce sont de nouveaux systèmes qui sont mis en place par les éditeurs pour essayer de se rapprocher d'un modèle un peu plus transparent de publication. C'est une initiative louable, mais ce n'est pas encore suffisant pour permettre aux chercheurs de se réapproprier les résultats de leurs recherches. Il y a d'autres initiatives de ce style qui viennent pour cette fois réellement de la communauté de chercheurs, qui s'appellent les PCI, Peer Community In, où des chercheurs d'une discipline s'associent et proposent aux collègues de reviewer des papiers, ce qu'on appelle des pré-prints. Les gens déposent leur brouillon sur Internet, c'est référé par ce genre de communauté qui publie ses avis, qui peuvent ensuite servir aux journaux officiels qui ont pignon sur rue de s'approprier les papiers et de se reposer sur ce type de recommandation. Ça se termine par une recommandation de publication ou de changement, et ça valorise également le travail qui est fait
par les chercheurs en tant que référents, que reviewers des papiers. Le souhait pour l'avenir, c'est qu'effectivement ce type d'initiative soit reconnu par les tutelles, que nos tutelles qui nous payent arrêtent de faire passer l'argent chez les éditeurs, se rebellent un petit peu contre cet état de fait et nous soutiennent dans ce type d'initiative, nous permettent de nous réapproprier les résultats de la recherche en tant que chercheurs, mais qu'on ait une caution de nos tutelles qui nous aide à mettre ça en place, que ça reste dans les clous par rapport aux stratégies de nos tutelles et que ça soit valorisé non seulement par les chercheurs, mais par les tutelles et par les gens qui nous payent également. Il y a 4 ans, on a créé un blog qui s'appelle Cora, donc ça veut dire Carnet ouvert de recherche sur l'agroécologie. Et en fait, initialement, on était 4 doctorantes. On faisait partie d'un projet ANR, qui était un grand projet qui rassemblait différents chercheurs sur l'institutionnalisation de l'agroécologie. Et on a voulu faire quelque chose ensemble, à côté. Donc initialement, on était 4, aujourd'hui, on est une dizaine. La première fois qu'on s'est rencontrés toutes les 4, on était animés justement par des principes de l'open science, donc, qui étaient soit en termes de réflexivité, sur à la fois réfléchir sur notre rôle, notre position, nos difficultés en tant que chercheuses et jeunes chercheuses, et aussi d'open access, donc de diffusion et de diffusabilité de nos travaux. Et en fait, au fil de la discussion, on s'est rendu compte qu'il y avait une plateforme qui pouvait nous aider là-dessus, qui était la plateforme des blogs Hypothèses. Et c'est là-dessus qu'on a décidé donc, de fédérer notre recherche collective autour du blog Cora. Sur le blog, on a voulu faire plusieurs catégories, des choses plus proches de l'académie, un petit peu sur des analyses tout simplement, des retours de terrain, donc on analyse, on présente des données, presque des données brutes qui viennent de nos terrains. Des choses sur la bibliographie, des échanges. Et puis on a aussi des choses pour se faire plus plaisir, comme ce qu'on a appelé culture pop. Donc c'est des recensions de documentaires, de livres, même d'émissions de radio, de tout ce qu'on veut. L'objectif, c'est à la fois donc, de diffuser ce type de contenu, mais c'était aussi une manière de nous organiser, nous, collectivement. Et donc, par exemple, en juin dernier, on a organisé une retraite d'écriture. Donc, le blog nous a permis de fédérer à la fois un groupe et on rendait compte de cet atelier d'écriture collectif autour d'un article scientifique sur le blog. Sur la plateforme Hypothèse, il y a quelque chose qui nous permet de regarder les statistiques en fait, de visibilité du blog et ça fait toujours plaisir parce que on voit qu'on est visible, c'est assez intéressant là-dessus. Et on a aussi un article qui a été valorisé sur la plateforme, ce qui a fait venir pas mal de monde. En fait, ce blog, il nous fait du bien, on est contente d'écrire dessus, de se retrouver, c'est un bon prétexte aussi à se retrouver et à travailler collectivement. Et donc en fait, on aimerait bien que ce type de contenu et que ce type d'organisation collective de la recherche soit un peu plus reconnu par nos institutions, par nos labos, et que notamment dans les processus de sélection ou pour la carrière future, que ce soit un élément qui soit plus pris en compte. Le comptoir Kit, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est un CV en ligne qui est structuré d'une manière assez cohérente. Ça me permet de me connecter à plusieurs sites à la place d'une connexion genre Google ou Facebook de manière plus professionnelle. Ça permet à ces sites-là de récupérer mes informations toujours de la même manière. L'autre avantage que ça a, c'est que ça permet d'avoir un identifiant unique qu'on peut mettre dans la signature. Et les gens ont accès par un simple mail, il suffit de cliquer sur le ORCID et ils ont accès à mon CV directement en fait. Depuis un peu moins de 6 mois, j'utilise beaucoup Twitter en fait, qui donne une très grande visibilité numérique en peu de temps. Le gros avantage, c'est que ça permet de renvoyer des informations sur ce qu'on produit dans l'unité, dans l'équipe ou à l'IRD par un simple clic, que ce soit des publications qu'on vient de faire, des références, par exemple on est parti en congrès, on a cliqué beaucoup sur les congrès, sur des photos qu'on présentait de posters ou de choses comme ça. Ça permet aussi de cliquer sur les données, sur une nouvelle activité. Et en fait, en très peu de temps, on a vraiment beaucoup de connexions, on commence à discuter avec pas mal de gens. Et depuis un certain temps aussi, on utilise beaucoup BioArchive, donc qui est un système de pré-soumission, ce qui permet de donner les papiers
pendant qu'ils sont en cours de soumission, avant qu'ils soient définitivement acceptés. Les gens peuvent commencer à regarder, ça permet d'avoir une antériorité de la recherche. Et en fait, dans mon domaine, énormément de gens travaillent à partir de bioRxiv et de Twitter pour des connexions de la bibliographie. Donc ça permet d'augmenter la visibilité dans mon domaine spécifique en fait. Sur tous les résultats qu'on utilise, on va utiliser peut-être 5 à 10% des données. Donc c'est idiot que les données dorment dans des tiroirs. Autant que ça serve à un maximum de gens pour traiter la donnée, les gens vont avoir de nouvelles idées pour analyser ces choses. Donc ils vont avoir de meilleures informations. Et en plus, ça donne encore plus de visibilité à l'équipe, à l'unité. Parce que chaque fois que les gens utilisent ces données, ils vont citer l'équipe ou l'unité. Donc ça augmente la visibilité globale, rien que le fait de mettre ces données en libre accès en fait. L'IRD, via la mission informatique et données numériques, est en train de mettre en place un système qui s'appelle Dataverse, qui est un système open source de gestion et de création de dépôts de données, qui va fournir un DOI, donc un identifiant unique, qui va permettre en fait d'identifier toutes les données, même si elles ne sont pas publiées. Ensuite, on va pouvoir les donner soit via les publications, soit via les sites web, soit via du Twitter, en disant voilà, telles données sont disponibles à tel endroit. Tout un système de métadonnées pour décrire ces données. Et les gens vont pouvoir référer ensuite à ces données-là dans leurs publications et dans leurs propres travaux, en disant on a pris ces données à ces endroits-là. Le gros avantage que ça, c'est que ça permet d'éviter de faire dormir des tonnes de données qui traînent dans les tiroirs et d'augmenter en fait le potentiel de données utilisables. Pour l'avenir, ça serait que toutes les données soient ouvertes à l'IRD et qu'en plus que les gens extérieurs puissent récupérer toutes ces données parce qu'on a une mine de trésors à l'IRD, que ce soit en sciences sociales, en sciences dures, en biologie, en hydrosciences. On voudrait en fait sur le site web de l'UMR mettre une page qui recense toutes ces données, qui soient liées au Dataverse IRD, mais qui en plus soient liées directement. Donc les gens, juste en allant sur notre site web de l'unité, pourraient avoir accès à ces données et voir tout ce qu'on fait en plus de simplement nos publications. Le projet NuméRêve est un programme de recherche soutenu par la MSH Sud. Il s'agit, dans ses finalités pratiques, de créer, de développer un portail de ressources numériques interdisciplinaires qui soit vecteur de sciences ouvertes. À travers ça, l'idée, c'est de pouvoir soutenir, d'accompagner des porteurs de revues, soit dans la création de revues numériques, soit dans la transition numérique, donc de passer du papier au numérique. À titre d'exemple, la première revue qui a rejoint le programme est la revue TD Fleu. Si ma mémoire est bonne, elle devait avoir une petite centaine d'exemplaires papier. Et depuis février 2017, elle a eu plus de 55 000 connexions directes à son éditorial et environ 6 000 lectures, lectures en tout cas de connexions sur les articles. NuméRêve, en fait, déjà s'adresse à un public qui est différent puisque l'offre numérique actuelle s'intéresse plutôt à des revues qui sont instituées ou renommées, notamment Open Edition ou Kern. Il s'agit surtout de développer finalement un système de gestion de l'édition scientifique, de l'édition de la recherche, qui va leur permettre véritablement de faciliter l'ensemble du processus lié à la gestion même de la revue. On va leur permettre d'avoir un système de workflow qui va gérer l'ensemble du processus d'évaluation, la communication entre les différents acteurs, la correction des articles, etc., jusqu'à la publication et même la communication via des newsletters, des numéros qui auront été publiés. Le portail repose sur un modèle finalement de balisage sémantique des contenus des revues scientifiques. Donc on va pouvoir baliser finalement des fragments d'informations scientifiques qui portent sur des concepts et on va pouvoir extraire de leur contenu initial, donc des articles, ces fragments pour construire finalement de nouveaux documents et permettre au lecteur d'avoir un nouveau regard en fait sur les différents points de vue des auteurs à propos d'un concept, par exemple. En termes de visibilité, un article qui a été balisé, c'est 6 fois plus de lecture qu'un article qui ne l'est pas. C'est une nouvelle porte d'entrée finalement sur les articles, comme le fut le résumé en son temps. Le modèle de balisage sur lequel repose NuméRêve va permettre d'extraire des fragments, mais aussi de collecter un ensemble de données. Ces données, on va pouvoir les exploiter pour faire des modélisations des connaissances. On va pouvoir parcourir les contenus à l'aide de ces infovisualisations et également accéder aux articles dont ils sont
dont ils sont issus. Il y a un ensemble d'outils performants qui existent déjà dans la sphère numérique française ou européenne. Je pense notamment à ORCID, à IDEAL, IDREF. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir une interopérabilité réelle avec ces dispositifs. On va également exploiter les réseaux sociaux pour la simple et bonne raison qu'ils participent aux altmetrics et également à la visibilité finalement des revues et des auteurs et de leurs travaux. Le programme Numérev souhaite également que l'ensemble des revues qui intégreront le programme contribuent finalement à publier aussi l'ensemble des matériaux et des données de la recherche qui soient liés bien entendu à la publication, afin non seulement de faire la preuve, mais aussi toujours dans cette idée d'open science et de partage finalement des connaissances et pourquoi pas de collaboration future entre chercheurs. Un souhait pour l'avenir, alors ça serait que Numérev offre une réelle alternative et une réelle complémentarité aux outils existants dans la sphère numérique et aussi finalement que la communauté scientifique réalise ce que ces outils vont pouvoir leur apporter, que ce soit en termes de visibilité, de recherche d'informations, de nouvelles affordances et que finalement ils jouent le jeu de ce balisage et que cela contribue au décloisonnement disciplinaire. L'application IDREF, identifiant un référentiel pour l'enseignement supérieur et la recherche, s'adresse au système d'information des acteurs institutionnels de l'ESR. Initialement au service du SUDOC, IDREF est utilisé maintenant et depuis 10 ans par les autres applications de l'ABES, CALAM pour les archives et les manuscrits, et STEP, STAR et thèse.fr pour les thèses. Depuis 2 ans maintenant, et les partenariats institutionnels engagés avec le réseau ADUM ou le portail PERCE, une nouvelle phase de déploiement est en cours. Enfin, IDREF est destiné aux établissements qui souhaitent renforcer l'interopérabilité de leur système grâce aux référentiels internationaux, sans pour autant s'y aligner directement. IDREF, c'est une palette de services visant à gérer des gisements documentaires. Cette palette contient plusieurs choses. Tout d'abord, une base de données d'autorité, dotée d'identifiants uniques et pérennes pour identifier, entre autres, les personnes durablement et sans ambiguïté. Aussi, IDREF, c'est une interface web de production de données. C'est également une interface web de consultation et de valorisation de ces données avec une très bonne indexation par les moteurs de recherche classiques. IDREF, ce sont des API et des web services d'exposition et de réutilisation permettant à d'autres systèmes de réutiliser les données. IDREF, c'est également depuis 2 ans un programme d'alignement de données focalisé sur les personnes qui nous permet de fournir à qui le demande, scanner ou UNIF droit, des identifiants IDREF et de les faire correspondre à des identifiants d'autres référentiels comme ISNI, ORCID ou IDEAL. IDREF contient un référentiel personne comptant actuellement 2 900 000 notices et s'enrichissant mois après mois, des nouveaux docteurs via le dépôt légal des thèses par exemple. IDREF est donc un registre d'identité numérique avec un fort tropisme pour les auteurs scientifiques. Plus précisément, une notice de chercheur ressemble à une poupée russe. Au cœur de la matrioshka, on trouve l'identifiant IDREF. Parfois, on trouve aussi d'autres identifiants si les données ont été alignées. Grâce au chantier d'alignement que nous avons effectué, on peut affirmer qu'IDREF est le référentiel le plus couvrant et le plus qualifié pour l'identification des scientifiques français, au sens large. Le tout assure d'une part l'identification et la désambiguïsation, et permet d'autre part le rapprochement pour une même personne d'une quantité accrue d'informations. Par exemple, ses thèses soutenues et encadrées dans thèse.fr et sa liste de publications dans HAL. Le premier enjeu pour IDREF à ce stade, c'est de poursuivre l'intégration de nouveaux systèmes d'information au sein de sa sphère d'émergence. Mais il importe aussi, dans un second temps, de mieux se faire connaître et reconnaître au-delà, du côté des organismes de recherche et du côté des directions des systèmes d'information des universités.
Cette consolidation d'IDREF à l'échelle nationale revêt une importance stratégique pour le second enjeu, déployer dans de bonnes conditions la science ouverte française au niveau international, qui est l'autre théâtre d'opération de la science ouverte. J'ai fait ces dernières années beaucoup d'évaluations pour d'autres institutions et en particulier l'INSERM en étant membre d'une commission, et donc j'ai vu dans les curriculum vitae et les dossiers des différentes personnes en évaluation apparaître cet identifiant ORCID que je ne connaissais pas au préalable. Et donc j'ai aussi pris très tôt la décision, le choix d'avoir mon propre identifiant ORCID ici à l'IRD. On assiste à une multitude d'indicateurs venant de bases de données différentes. Je pense à Web of Science en particulier. Donc vous avez une jungle de bases de données, une jungle d'indicateurs. Et je pensais que d'avoir un identifiant unique me semblait être une meilleure opportunité et solution. Je suis particulièrement contacté plus d'une dizaine à une quinzaine de fois par semaine par des réseaux sociaux privés, Mendeley, ResearchGate. Et lorsque vous cliquez sur la fenêtre qui figure dans le courriel, eh bien, vous arrivez rapidement, et vous comprenez d'ailleurs que ce sont des réseaux sociaux à but lucratif. Vous devez payer pour avoir accès à savoir qui vous a cité, quel article a été publié récemment et qui pourrait être d'intérêt pour vous. Et donc, j'ai préféré choisir et opter pour une solution gratuite. En dehors d'être gratuit, cette solution d'avoir un identifiant ORCID est validée et de plus en plus demandée d'ailleurs par les institutions de recherche, les bailleurs de fonds, jusqu'aux publications où on nous demande aussi d'avoir un lien ORCID à produire et à présenter pour nos publications. Je ne suis pas à une citation près, mais c'était plutôt dans une vision totalement altruiste d'offrir la possibilité à des jeunes chercheurs ou à des doctorants, par exemple, d'avoir accès rapidement à mes publications et leur offrir ceci de manière gratuite. Lorsque j'ai commencé ma recherche, j'avais une habitude à expédier des tirés à part pour des demandes d'articles, mais aussi d'y répondre à chaque fois. Et aujourd'hui, je demande à mettre mes publications plus rapidement possible sur la base de données Horizon, qui ne prend pas uniquement en compte d'ailleurs les publications de rang internationaux, mais qui peut prendre en compte des rapports nationaux en particulier, ou de la littérature un peu plus informelle, je dirais, et donc qui fait aussi un lien avec l'identifiant ORCID. Et donc j'ai trouvé cette solution étant la plus optimale pour moi dans le cadre du travail que nous avons à faire à l'IRD, en particulier à l'adresse de nos collaborateurs des pays du Sud.